Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu copier ma voix. Je vous parle donc depuis mon clavier pour vous introduire cet épisode hors série. Après un peu plus d'1 an d'existence, je vous propose un petit best-of de Data Driven 101. Est-ce que tu auras une anecdote à nous partager sur la data ? Victor Cluzel, administrateur de l'INSEE, détaché à la Cour des comptes. Il n'existait pas vraiment de consensus autour de la définition d'intelligence artificielle dans la communauté scientifique, en tout cas la communauté scientifique française, mais aussi internationale. Donc ce qu'on a fait, on a utilisé, en collaborant avec... Alors, c'est la particularité des évaluations de politique publique, c'est qu'elle s'adosse d'un comité de suivi, qui va être un comité composé de parties prenantes, donc ça peut être des directeurs des entités de recherche, ça peut être des chercheurs, des scientifiques, qui se réunissent plusieurs fois au long de cette évaluation de politique publique pour donner leur avis sur le travail que les magistrats et auquel les data scientists contribuent font. Et donc, on a commencé à constituer un corpus d'ensemble de publications à la fois sur la recherche elle-même en intelligence artificielle, mais aussi sur les corpus qui faisaient aussi de l'intelligence artificielle appliquée à d'autres domaines. Parce qu'il y a la recherche fondamentale, disons, presque sur l'intelligence artificielle elle-même, mais aussi tous les thèmes sur lesquels l'intelligence artificielle s'applique. La physique, la chimie, il y a beaucoup de papiers qui s'appuient de plus en plus sur l'intelligence artificielle aussi pour aider leurs recherches dans leur domaine thématique spécifique. Donc ce périmètre étant défini, donc on a constitué un corpus, on en a fait sortir un certain nombre de mots-clés qu'on a soumis à une consultation à beaucoup de scientifiques qui ont pu donner leur avis justement pour arriver à un consensus le plus possible. Et ces mots-clés, on a pu les publier en même temps que le rapport avec une licence open source, c'est-à-dire qu'ils peuvent être réutilisés aujourd'hui pour les chercheurs, les sociologues qui cherchent autour de tout cet écosystème, disons, en tout cas ce réseau autour de l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent le réutiliser pour bien définir. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait l'intelligence artificielle où nous, les data scientists, on est le plus habitués, finalement, qui est le machine learning, l'apprentissage automatique, mais aussi l'IA symbolique. C'est le départ, en fait, de l'ordinateur. C'est des instructions déterministes et pas statistiques. Et donc, on a aussi inclus cette définition à l'intérieur de l'intelligence artificielle en général, mais en séparant entre intelligence artificielle symbolique et apprentissage automatique, et puis en ajoutant aussi certains éléments dérivés, donc le traitement automatique du langage naturel, donc le NLP, la fouille automatique de données et la vision par ordinateur, la computer vision. Voilà. Tout cela, on l'a mis au même endroit, on a consulté les scientifiques et on a pu publier des mots-clés. Donc c'est ça qui a été assez intéressant dans ce rapport et qui est un peu novateur par rapport aux autres travaux qui ont été faits en la matière. Édouard Darchambault, CTO de Kili Technologies. Faut raconter un petit peu. Donc la notation, j'ai commencé ça quand j'étais chez BNP Paribas, où je m'occupais de leur... j'avais monté l'équipe, leur lab d'IA, et puis je l'ai dirigé pendant quelques années. Et donc le mandat de l'équipe, c'était de construire des modèles pour traiter la donnée non structurée. Donc le texte, la voix, un peu d'image. On avait énormément de données, il y en a partout dans les systèmes, elles n'étaient pas notées. Donc on avait commencé à construire une ébauche de plateforme d'annotation. Donc c'est quelque chose de vraiment rustique, sans gestion de la qualité, sans API, etc. Mais ça nous a permis de construire nos premiers datasets, donc de construire des modèles extrêmement pertinents, de remplacer un outil de traduction qu'on payait par un outil de traduction interne, de construire une API de processing documentaire. Et très rapidement, l'équipe, elle est passée de 2 personnes à 50 personnes, de 0 use case à plus de 60 use cases en production et plusieurs centaines de use cases identifiés et traités. Et donc, si je vous raconte cette histoire, c'est pour illustrer l'impact qu'a la notation dans les équipes de machine learning. Historiquement, on confiait aux équipes de machine learning des projets sur lesquels la donnée à noter, la donnée existait dans les systèmes, sur lesquels on avait à la fois l'entrée et puis la sortie attendue. La notation, ça permet d'inverser ce paradigme et donc de prendre des projets qui sont non pas des projets sur lesquels on a toute la donnée pour construire un modèle, mais qui sont des projets qui vraiment ont de l'impact pour le business, qui sont stratégiques et sur lesquels on se donne les moyens de construire le dataset nécessaire pour entraîner les modèles. Hamza Tajmouati, Head of AI et Data chez Ictos. Pour l'anecdote, c'est comme ça qu'Ictos a commencé. Avec des smiles. Avec des smiles, enfin une pause clope entre les 2 cofondateurs. Donc là, un docteur en chimie, l'autre docteur en IA, et il a vu faire jojo avec des méthodes de NLP, enfin à l'époque avec des LSTM qui généraient du caractère. Donc à l'époque, c'était génère-moi du Nietzsche, génère-moi des choses comme ça. Le chimiste a dit, tiens, ça a l'air pas mal. Pourquoi tu t'as mis à faire ça sur du texte
Bon, à l'époque, le texte, le chimiste ne voyait pas trop l'importance que ça pourrait avoir. Là, aujourd'hui, on voit que ça peut avoir beaucoup d'importance, notamment dans tout ce qui est conversationnel. Il dit, génère-moi des molécules, on peut se faire de l'argent avec ça. Et donc, ça a commencé avec le SMILES, parce qu'il y avait déjà des choses de développer. Au final, il suffisait de rapprocher ces deux mondes. Et voilà, et ça a été fait. Et par pur hasard, il y a d'autres gens dans le monde, dans des laboratoires académiques, à Toronto, au MIT, qui ont commencé à faire ça aussi. Ouais. L'IA dans la chimie, ça a commencé avec les SMILES, grâce au développement des méthodes de NLP. D'accord. Après, il y a les protéines. Mais on imagine que c'est pareil. Enfin, une protéine, c'est une grosse molécule. David Elkaïm, sales directeur de Bright Data. Il y a plein d'anecdotes, et je pense que le plus intéressant, c'est Bright Data, ça a commencé avec 3 fondateurs il y a 10 ans qui avaient un VPN, une application VPN en P2P. L'idée, c'était ils avaient fait un test, ils avaient dit on va prendre des IP de personnes, on va leur demander s'ils sont d'accord de partager leur IP, et s'ils partagent leur IP, on leur donne accès à l'IP des autres, et on fait un réseau comme ça. L'idée, en fait, c'était de pouvoir donner accès, quand les gens ils ont besoin d'avoir un accès avec un VPN, d'un autre pays, etc. En général, c'est payant, et en fait, là, ils avaient un accès gratuit avec un réseau P2P. Et c'était il y a une dizaine d'années, donc les sociétés ont commencé à utiliser des systèmes anti-bots pour éviter le scrapping, etc. Et donc, il y a des entreprises qui sont venues nous voir en disant, une entreprise, en fait, qui est venue nous voir en disant, en fait, voilà, on collecte des données pour nos clients, mais on commence à être bloqué. Et si on pouvait avoir accès à des IP qui appartiennent à des vraies personnes, ça serait top. Et vous avez ça. Est-ce que vous pouvez nous donner accès à ces IP? Et on a dit, c'était encore ça existait même pas, en fait, Bright Data. Donc, c'était encore une petite start-up. Il y avait une application qui marchait très bien, mais ça s'arrêtait là. Et on a dit, ouais, pourquoi pas? Testons, on va voir ce qui se passe, tu vois. Donc, on a fait un petit test, et en fait, ils se sont aperçus qu'ils arrivaient d'un coup à collecter les informations sans se faire bloquer. Et puis, c'est le départ, en fait, de Bright Data. Si tu veux, aujourd'hui, c'est une société qui a 15 000 clients. Et chez Bright Data, on a un ADN un peu particulier, comme ça, qui fait qu'en fait, on commence tout un peu comme ça. C'est-à-dire que chaque produit et chaque feature qu'on développe, ça se fait un peu, en fait, comme ça, par un besoin client. Ça arrive, en fait, parce qu'on a une demande par hasard, pas forcément un truc qu'on avait pensé. Et ça, c'est vraiment le départ de Bright Data. Arthur André, cofondateur de Praise. J'ai une anecdote sur Whisper, justement. Ceux d'entre vous qui l'ont testé l'ont peut-être rencontré aussi. Whisper est tellement puissant, c'est-à-dire qu'il est capable d'entendre des sons que l'oreille humaine n'est pas capable d'entendre. Ouais. Il arrive à détecter des sons dans le silence. Okay. Et donc on a un truc assez drôle, c'est que donc nous, le cas d'usage principal, c'est des gens qui font des visios, des sales qui ont un rendez-vous avec leur prospect, et en général, ils arrivent 1 minute ou 2 avant le prospect, ils attendent et il se passe rien pendant 2 minutes. Et donc pendant ces 2 minutes de silence, parfois il arrive à détecter des sons, alors qu'il n'y a rien qui est dit. Et du coup, il va nous mettre le transcript dans des langues étrangères. D'accord. Donc je sais pas, des fois on a du transcript en japonais, en chinois, même dans des langues qu'on connaît pas, parce que il détecte des micro-sons. D'accord, et il les interprète. Et comme Whisper gère 50 langues différentes, on a certains appels qui sont dans des langues un petit peu exotiques. Robin Conquet, fondateur de DataGen. J'ai pas forcément une anecdote très spécifique data, là, comme ça, mais je vais plutôt vous partager une anecdote sur mon projet qui rejoint du coup une réflexion que j'ai maintenant. Et c'est qu'en gros, j'ai trouvé ça vachement intéressant, la manière dont un petit side project lancé un peu sur un coin de table au départ, de manière assez spontanée, a pu finalement m'ouvrir des portes et devenir un projet à temps plein. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je l'avais pas du tout anticipé. Tu vois, je me souviens au moment où j'ai lancé DataGen, déjà j'y suis allé en tête baissée. Tu vois, j'ai appelé un pote qui était un ancien d'Artefag qui s'appelle David, qui est CTO chez Tester, et je lui ai dit vas-y, je lance un podcast sur la data. Tu vas être mon premier invité. J'ai emprunté un micro et je suis allé YOLO. Et si tu regardes la qualité de mes premiers épisodes, c'est désastreux, mais bon, fallait bien y aller pour valider que j'avais envie, etc. Et en fait, tu vois, pendant 1 an et demi, c'était un projet très amateur. On s'en rend pas forcément compte. Après, non pas que maintenant ce soit méga professionnel, mais genre juste, c'était vraiment très amateur. Je publiais à mon rythme, 1 fois par mois. Je faisais très peu de com sur LinkedIn. Comme tu te dis, sur les 10 premiers épisodes, la qualité était moyenne, etc. Et pourtant, au bout d'une 20aine d'épisodes, j'ai commencé à avoir des opportunités vachement intéressantes, juste parce que j'ai accepté de dire, ok, je balance ça sur LinkedIn. Je m'en fiche que ce soit un peu, que ça manque de qualité, etc. Et tu vois, et je commençais à me faire remarquer au début, tout simplement en interne, chez Artefact. Je pense que ça m'a permis de monter plus vite parce qu'ils se sont dit, putain, ouais, il est vraiment passionné par son sujet, etc. Enfin, en tout cas, ça a pu jouer. Tu vois, je dis pas que j'aurais pas réussi à ne pas passer manager sans ça, mais, et au moment où, tu vois, j'ai commencé à échanger avec mon ancien boss,
de quitter Artefact pour monter ma boîte. Il m'a dit, attends, moi je trouve ça cool ce que tu fais. Si tu veux, je continue à te payer ton salaire et tu le fais en interne. Et là, boum, première opportunité assez intéressante, en 2 secondes. Alors, je dis pas que c'est pertinent pour tout le monde, mais moi, j'avais envie de faire évoluer mon travail, finalement, vers plus de communication, parce que c'est ce qui me plaisait. Et j'ai trouvé ça dingue, comment, en fait, c'était assez long. C'est-à-dire que ça faisait déjà 1 an et demi que je le faisais, mais comme je te dis, à la fin, j'avais 15 épisodes sur une plateforme enregistrée comme ça, avec 2 micros dans mon salon, tu vois. Et je vais conclure là-dessus, mais derrière, j'ai une autre opportunité hyper intéressante, donc je vais pas forcément le citer, mais une startup dans la data qui est connue maintenant, mais qui n'était pas quand ils se sont lancés il y a environ 1 an et demi. Pareil, qui sont venus me contacter et qui m'ont dit, ouais, nous, on vient de lever, on cherche quelqu'un justement pour monter notre média interne dans la startup. Est-ce que t'es chaud de nous rejoindre un peu en late co-founder avec des parts, etc. C'était une opportunité vraiment stylée. Il se trouve que moi, j'avais vraiment envie, pour l'instant, de rester indépendant, de faire mon truc dans mon coin, etc. Donc, j'y suis pas allé, mais juste 2 opportunités qui sont tombées pour un side project qui ressemblait pas à grand-chose. Donc, voilà, juste une anecdote comme ça. Je dis pas qu'il faut faire des side projects à tout prix, mais que, tu vois, t'as des gens parfois qui ont peur d'y aller, puis ils ont peur que ça ressemble à rien, et en fait... même avec un truc qui ressemble à rien, ça peut quand même ouvrir des portes ou inspirer, quoi. Pierre Guyot, Head of Data chez AdsUp. J'ai une anecdote à partager parce que on a parlé de maturité et de confiance. Moi, je veux que les gens aient confiance en la data qui est liée au marketing. En 2020, donc en pleine année Covid, avec un annonceur avec lequel j'ai travaillé pendant plus de 3 ans et avec lequel on a construit un outil spécifique pour eux. On a projeté sur l'année 2021 le business généré par le média et on est tombé à 2% d'erreur. Donc 2% d'erreur sur des millions de chiffres d'affaires, c'est quand même assez intéressant. L'idée, c'était qu'il pouvait tester un certain nombre de scénarios. Et une fois qu'il avait atteint le scénario qu'il considérait comme optimal, il l'appliquait réellement. Parce qu'effectivement, si on fait des optimisations mais qu'on ne les applique pas, ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, il les a vraiment appliquées à la lettre sur l'année 2021. Et on est tombé à 2% près d'erreur. Fabrice Bonifay, directeur du développement durable chez Bouygues. Les anecdotes, j'en ai plein. Des gens qui sont faussement sincères, des gens qui font semblant, et puis d'autres, au contraire, qui, du jour au lendemain, changent tout et décident de renverser la table et de modifier leur comportement et aussi leur modèle d'affaires. Donc... qu'est-ce que je peux vous raconter comme anecdote ? Sur l'intensification d'usage des infrastructures, on sait très bien qu'on a des infrastructures aujourd'hui qui sont structurellement sous-utilisées. Et donc, du coup, on a des taux d'utilisation qui sont extrêmement faibles. Et on est en train de s'apercevoir que certaines maîtrises d'ouvrage que l'on côtoie, nous, dans notre activité, se rendent compte que finalement, c'est un peu ridicule de laisser des actifs comme ça qui coûtent des millions d'euros à l'achat et à l'entretien non utilisés et qui auraient moyen donc de plus partager, de mutualiser ces espaces de manière à ce que demain on en construise moins et que ces espaces-là deviennent plus rentables. C'est amusant de voir à quel point ce discours de la mutualisation, du partage, de l'hybridation des espaces qui était un sujet qui était inaudible il y a encore quelques semaines, voire quelques mois, est en train de devenir une évidence pour ces mêmes parties prenantes. C'est ce type d'anecdote qui montre que finalement la bascule, lorsqu'on arrive à faire la bonne pédagogie, peut être très très rapide. Et à l'instar des Ola dans les stades, quelques individus extrêmement motivés qui font la bonne pédagogie au bon endroit peuvent arriver à faire lever tout le stade rien que par leur force d'âme. Bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science.